Nouvelle vidéo top flop, tu connais le concept, je classais toutes mes lectures de la moins bonne à la meilleure. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plein de lectures diverses et variées. Il y aura aussi du comics, mais il y aura aussi vraiment de formats de manga assez différents, assez atypiques. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin si tu veux découvrir des œuvres que tu n'as sûrement jamais entendu parler. On commence directement avec la pire lecture que j'ai été amené à lire ces derniers mois. C'est Le Dragon sous le croissant de lune de Kenichiro Nagao, qui est tout simplement un sort de shonen qui a été édité par Le Lézard Noir. Alors moi j'ai vu ça, je me suis dit bah ça pourrait être intéressant parce que Le Lézard Noir normalement c'est plus des éditions un peu plus prestigieuses. Il y a du Oumez notamment. Voilà, on n'est pas trop habitué à ce format-là. Donc j'ai voulu tester, je me suis dit bah peut-être s'il l'édite c'est qu'il y a quelque chose en particulier. Le fait est que pas du tout. Donc là on est vraiment sur un shonen typique où on a le gamin qui se fait harceler à l'école, qui est vraiment qui a déjà des dettes en fait parce que, envers ses harceleurs, et il va trouver le moyen de se défendre, de s'élever aussi psychologiquement et s'endurcir avec le karaté. Et voilà, pour moi c'était beaucoup trop basique et les dessins m'ont vraiment empêché de me plonger dans l'œuvre. J'ai vraiment pas du tout aimé les dessins et donc ça fait que j'ai pas trop apprécié ma lecture et je ne continuerai certainement pas Le Dragon sous le croissant de lune. Voilà, ça se trouve après ça devient vraiment cool et tout ça, mais j'ai vraiment pas apprécié ce manga, malheureusement. D'ailleurs, l'un des sujets de ce manga, je te l'ai dit, c'est le harcèlement, et c'est un très bon moment pour introduire le partenaire de cette vidéo, Falcon Flip. Falcon Flip est un webtoon. Tu y découvriras les aventures de Ina, une passionnée de skate. Malheureusement, son quotidien et celui de son groupe d'amis sera bouleversé quand Chloé commencera à se faire harceler à la suite d'une publication d'une photo d'elle sur les réseaux sociaux. Et tu t'en doutes, c'est pas une photo anodine, mais c'est un webtoon qui met en lumière les dangerosités du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement et surtout la gravité que peuvent engendrer ces derniers. C'est une œuvre réalisée par Assurance Prévention qui a pour vocation de sensibiliser les plus jeunes sur ce genre de sujets qui sont très graves et encore beaucoup trop fréquents. Alors si tu es jeune, je t'invite forcément à t'y intéresser, mais pour les plus âgés, c'est une œuvre parfaite pour sensibiliser de façon ludique les plus jeunes. Tu peux retrouver le lien du webtoon dans la description, c'est disponible gratuitement sur l'application Webtoon, et merci à Assurance Prévention d'avoir sponsorisé la vidéo. Grosse surprise, et je m'attendais pas à ne pas trop aimer, mais Le Gardien de Sultan, qui est notamment une histoire de Otomo lui-même, qui a fait notamment Akira, mais c'est dessiné par Akihiko Takadera. Et je dois dire que ça se voit pas trop, enfin on dirait vraiment que c'est du Otomo, enfin dans le style c'est très inspiré Otomo. Donc ça c'est pas vraiment ce qui m'a gêné dans ma lecture, mais je dois dire que voilà, La Garde du Sultan c'est une histoire assez basique où on va avoir des mercenaires qui sont employés pour tuer une cible et voilà, ça apporte pas plus que ça. C'est vraiment un manga défouloir, c'est une histoire courte, c'est en un tome, un volume, et c'est ça, c'est vraiment un défouloir où l'histoire n'a pas trop de sens, où il y a vraiment des choses qui sont vraiment tirées par les cheveux, où il y a vraiment des choses qui sont pas du tout cohérentes, et donc c'est un peu gênant au niveau de la lecture. C'est vraiment... Imagine-toi un film d'action à la John Wick où voilà, ça fait que tirer dans tous les sens, ça fait que se bagarrer, c'est vraiment des courses-poursuites, des choses comme ça. Mais je dois dire qu'à la fin de ma lecture, j'ai reposé le manga et ça m'a pas amené à réfléchir, ça m'a pas amené à... Enfin, je me suis dit, bon bah oui, c'était bien sans plus. Et j'étais un petit peu déçu, surtout quand je vois le nom Otomo en fait. Voilà, c'est juste, j'avais peut-être un petit peu trop d'attente pour La Garde du Sultan. D'ailleurs, je crois que Kana va arrêter de le commercialiser. Donc si tu veux te le procurer pour avoir tout le full set Otomo, ou si tu vas être curieux, je pense penche-toi-y très rapidement parce qu'à mon avis il sera de plus en plus rare à trouver, mais ce n'est pas un indispensable. Œuvre suivante, et là on est sur le dernier festin de Rubin, qui est un service presse de Urban qui m'ont gentiment envoyé parce que je leur ai demandé, parce que je voyais Ramvé qui était l'auteur, il y a Philippe Andrade que je connais pas qui est le dessinateur, et voilà, moi j'étais curieux, je voyais vraiment cette couverture, je la trouve vraiment très attirante. Donc on est sur une histoire, on a Rubin qui est un glouton, qui adore manger, qui adore découvrir la nourriture, qui adore cette expérience, mais il cache un secret. Il mange pas que forcément de la viande comme on connaît toi et moi. Je te laisse découvrir dans la bande dessinée si tu veux en découvrir plus, mais voilà, il est un petit peu spécial, si bien même qu'il n'est pas forcément vraiment humain. Il y a toute une petite peut-être mythologie derrière ça. Et donc nous on va le suivre parce qu'il va rencontrer un jeune réalisateur qui veut réaliser
un film super, enfin voilà, son objectif c'est de réaliser un film, il va lui dire bon bah viens, réalise un documentaire avec moi où on va découvrir la nourriture indienne, parce que ça se passe en Inde, quasiment tout le récit se passe en Inde. Donc ils vont découvrir cette nourriture, les plats principaux, enfin les plats typiques, les plats locaux, à travers, c'est ça, différentes cuisines, différents cuisiniers. Et en fait, on va s'apercevoir aussi très vite que Rubin, c'est ça, c'est pas forcément un humain classique. Le réalisateur va s'en apercevoir aussi. Ça va lui apporter tout un tas de problématiques. Et ils vont être notamment chassés par un groupe qui veulent tuer Rubin pour des raisons bonnes ou mauvaises. Je te laisse le découvrir. J'ai moyennement apprécié ce récit parce que, comme la garde du sultan, finalement, quand tu le reposes à la fin, bien sans plus. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais recommander, c'est pas quelque chose que je vais passer à un ami pour qu'il le lise absolument. C'est vraiment, c'est bien parce qu'on découvre, voilà, c'est un peu en fait un voyage dans cette Inde. Enfin, c'est vrai que l'Inde n'est pas forcément vraiment représenté dans ce que je lis moi d'habitude, donc là il y a vraiment ce voyage qui soit culinaire ou même au niveau des paysages. Je veux dire que c'est bien dessiné, j'aime bien le style graphique et j'aime bien aussi ce personnage Rubin et ce qu'il cache derrière lui, mais voilà, je finis le comics et je le relirai probablement pas, ça m'a pas plus intrigué que ça, ouais, j'ai pas trop apprécié. Le Déserteur, qui est le dernier Junji Ito qui est arrivé ici à Montréal. Je crois que vous avez Tombe qui est arrivé pour Halloween. Mais nous, c'est le Déserteur qui est arrivé pour Halloween à Montréal. Et c'est un service presse de la boîte de diffusion qui m'ont gentiment envoyé. Et donc, je n'étais pas du tout au courant de Le Déserteur, qu'est-ce que ça allait être. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles où là, contrairement à Carnage, qui est un des derniers sortis de Junji Ito, on va être sur des histoires beaucoup plus anciennes que Carnage, qui sont plus récentes. Là on est vraiment sur des histoires de Junji Ito des années 90, donc vraiment ses premières nouvelles. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'il y a des histoires qui sont vraiment marquantes, notamment l'histoire du Déserteur que je trouve assez bien amenée. Il y a aussi celle avec les moines que j'ai appréciée, et il y en a une aussi qui est vraiment terrifiante graphiquement avec des cheveux. Voilà, je ne peux pas trop spoiler parce que ce serait dommage de vous mettre l'image qui spoilerait un peu l'histoire, mais globalement j'avais pas trop aimé Carnage. Pour Le Déserteur, je trouvais que c'était un petit peu mieux. Ça reste du Junji Ito où j'ai l'impression que dans ces histoires courtes, j'ai pas le temps de m'immerger de m'imprégner de l'histoire et qu'elle est déjà finie et on passe à autre chose. Je trouve pas forcément mon compte avec les histoires courtes de Junji Ito malheureusement, même si il y en a 2-3 qui étaient bien dans cette histoire là. Je crois qu'on en est sur une petite dizaine de nouvelles et ça s'enchaîne bien, mais je sais pas, c'est pas le Junji Ito que j'aime bien. Je préfère dans des histoires beaucoup plus longues, style L'amour, la mort, où vraiment tu as le temps de te plonger dans une histoire, dans une scène, ou aussi Spirale que j'ai vraiment apprécié, où vraiment là tu as le temps de digérer, tandis que là quand t'enchaînes, j'ai apprécié le moyen. La planète verte de Keigo Shinzo, qui est, je crois, qui est sortie cette année. C'est une histoire assez récente, alors éditée assez récemment en France, avec le lézard noir, mais je sais pas depuis quand lui il a dessiné, Keigo Shinzo. On est sur de la pure science-fiction où on a l'équivalent de 2 livreurs Amazon intergalactiques qui se retrouvent coincés sur une planète avec des êtres vivants qui ressemblent à des grenouilles qui sont assez mignonnes, et leur objectif, tu t'en doutes, c'est de s'échapper de cette planète, de sortir de là, parce que eux ils étaient partis faire une livraison tranquillou et ils devaient rentrer à la maison le soir, et ils se retrouvent complètement coincés dans une planète assez mystérieuse, parce que même si les habitants parlent leur langue et ressemblent à des grenouilles, ça va, mais en fait il va rencontrer d'autres humains, là ça va pas, parce qu'ils ont vraiment des habitudes ou des cultes assez spécifiques, c'est assez bizarre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai lu que le premier tome et j'ai pas trop envie de vous cacher la surprise sur le pourquoi du comment ces humains sont bizarres, mais voilà, j'avais beaucoup apprécié Hirayasumi de Keigo Shinzo, donc j'avais envie de découvrir un peu ce qu'il faisait ailleurs, et donc ce nouveau manga m'a donné envie de me plonger dans cet univers. Le fait est que ça soit de la science-fiction, ça m'a aussi pas mal incité à le commencer, et voilà, j'ai trouvé encore qu'on a un peu cette légèreté dans le récit, même s'il y a des choses un petit peu graves qui sont montrées. Je trouve qu'on finit ce tome 1 avec une note aussi assez drôle, et donc ouais, on a une petite légèreté et on est vraiment au début d'une belle aventure, je pense. Je sais pas donc en combien de temps sera fini ce récit, mais si Keigo Shinzo en principe fait pas trop des séries longues, donc voilà, je pense que je vais continuer forcément ce manga, même si ça n'a pas été le coup de cœur comme un Hirayasumi a pu l'être par le passé, mais je suis assez curieux pour continuer la planète verte de Keigo Shinzo. Autre service presse, on a Void Revolts qui m'a été aussi envoyé par Urban,
et la boîte de diffusion. Là, on est sur une BD assez spéciale puisqu'on a Robert Kirkman, Lorenzo de Felici et Mateus Lopez qui se sont lancés et qui se sont appropriés un peu l'univers de Transformers, univers qui m'est pas du tout très familier et dont je n'ai pas forcément d'attache à part le premier film que j'ai beaucoup apprécié et le deuxième aussi, mais à part ça, Transformers c'est pas non plus trop mon truc. Si toi aussi c'est le cas, ne t'inquiète pas parce qu'avec Void Rivals on a l'impression d'être quand même si c'est un peu rattaché par quelques personnages et qu'on voit 2-3 Transformers dedans, enfin un en particulier, mais à part ça on n'a pas besoin d'être familier avec l'univers pour comprendre Void Rivals parce qu'on est vraiment sur une histoire très simple où on a deux espèces qui sont sensiblement similaires mais qui se font la guerre depuis des années en fait, hein. Tu vois, leur planète c'est un cercle et en fait chacun a une moitié de cercle et ils ne s'approchent pas, ils se détestent vraiment et en fait ils vont il y a deux espèces qui vont se retrouver sur une planète coincée comme en fait la planète verte, mais c'est pas du tout pareil, mais c'est pareil, ils vont se retrouver coincés sur une planète et ils vont devoir survivre ensemble malgré leurs différences d'idéologie et le fait que ils peuvent pas se blairer de base parce que c'est deux espèces différentes, donc ils vont devoir quand même cohabiter, s'unir pour s'échapper de cette planète. Et plus on va avancer dans le récit, plus on va en apprendre plus sur ces deux clans qui se détestent. Est-ce qu'ils se détestent pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui manipule tout ça derrière pour tirer profit de cette rivalité? C'est vachement intéressant. Il me semble que Robert Kirkman, c'est celui qui a fait Walking Dead, donc qui est au niveau du scénario. Donc voilà, il y a quand même de l'idée derrière et c'est pas juste un spin-off de Transformers. On est vraiment sur je trouve des enjeux qui sont assez intéressants où voilà, on va parler forcément de différences raciales, de confrontation entre des idéologies et aussi d'endoctrinement, de propagande et tout ça et de rébellion. Il y a vraiment pas mal de choses dans Void Rivals. J'étais assez surpris sur la complexité du récit parce que je pensais vraiment que ça allait être uniquement du spin-off Transformers pour vendre et tout ça. J'achèterai le tome 2 avec grande joie parce que j'ai envie de découvrir la suite de Void Rivals. La fillette de l'enfer, qui est mon premier Hideshi Ino, c'est un one-shot qui est assez émouvant mine de rien parce qu'on va suivre le triste destin d'une fille qui est née avec des grosses malformations à la naissance, hein. Il y a eu des jumelles et une des jumelles est vraiment horrible, c'est tellement horrible que le père va l'abandonner dans une décharge, dans un sac plastique. Évidemment, la fillette va mourir. En fait, dans cette décharge, il y a des petits esprits, des petits feux follets qui vont prendre possession de son âme et elle va être ramenée à la vie. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette seconde chance ? Je te laisse le découvrir dans La fillette de l'enfer parce que comme ça c'est une série courte, j'ai pas trop envie de te dévoiler l'histoire parce que finalement l'histoire est assez simple et basique, mais ce qui est vraiment intéressant avec ces récits aussi, c'est vraiment le côté graphique où on est vraiment dans de l'horreur pure et dure graphiquement où on a de la décomposition, on a des vers de terre, c'est assez horrible à lire, mais j'ai vraiment adoré parce que même à travers toute cette horreur, on est vraiment pris de compassion pour cette fillette qui a un triste destin, qui a rien demandé et qui va vraiment faire des actes où tu te dis oh non, la pauvre, c'est vraiment trop triste. Et donc j'ai vraiment aimé ce premier Hideshi Ino, donc ça me donne envie de découvrir d'autres mangas de ce mangaka que je connaissais un petit peu de vue et que j'ai vu quand j'étais à l'exposition au Centre Pompidou où il y avait plein de planches de Hideshi Ino. D'ailleurs je l'ai acheté au Centre Pompidou ce manga et donc vraiment j'ai envie de découvrir d'autres mangas de l'auteur, que ce soit pour l'art et tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes dans ce récit, même si comme je te l'ai dit l'histoire est vraiment assez simple et basique. Tu l'auras remarqué, il y a beaucoup d'horreur dans cette série de Top Flop parce que tout simplement c'était le mois de l'horreur, octobre, donc j'en ai profité pour lire quelque chose horrifique et aussi il y avait beaucoup de sorties horrifiques dont Le Déviant qui est aussi un service presse que Urban m'a gentiment envoyé qui est de l'auteur de The Nice House on the Lake, qui est une BD qui a vraiment tout retourné en 2023 et dont beaucoup de gens ont apprécié. Et là, on est vraiment sur quelque chose de différent puisqu'on est plus sur un récit un trailer horrifique où il y a un Père Noël qui a tué des enfants de manière vraiment horrible
voilà, à la hache et qui a fait vraiment une composition au niveau de son meurtre et qui, donc on comprend qu'il est vraiment malade dans sa tête. Et ce Père Noël, il a été retrouvé, il a été mis en prison. Il s'est passé quelques années depuis ces meurtres-là. Et il y a un auteur de bande dessinée qui retrace un peu cette histoire, qui veut dessiner quelque chose à propos de cette histoire. Donc il va se lancer dans l'interrogatoire notamment de ce présumé coupable. Et en fait, on va découvrir très vite que c'est pas forcément lui le coupable, même s'il a beaucoup de choses à se reprocher et des choses horribles. Le Père Noël serait toujours en vie. Parce que on va voir qu'il y a d'autres meurtres qui ont été faits avec le même style et aussi de l'aveu du mec en prison qui dit qui clame haut et fort que lui il a jamais rien fait. Et en fait nous on va le voir du point de vue du lecteur que effectivement il aurait peut-être raison. Et aussi le dessinateur il cacherait peut-être des choses, celui qui veut faire sa bande dessinée. Donc on est vraiment sur de l'horrifique trailer ça peut vraiment s'apparenter à une série de policiers. C'est le genre d'ambiance un peu True Detective, tout ça que j'ai ressenti en lisant The Deviant, et j'ai beaucoup aimé, enfin Le Déviant pardon, un conte de Noël première partie. J'ai vraiment envie de lire la suite parce que évidemment comme tout trailer à la fin de ce tome on te laisse sur quelque chose où tu te dis ah ouais non ok là il va se passer des dingueries dans le prochain tome, et donc t'as forcément envie de lire la suite, c'est le principe des trailers. On a ensuite Mission Indie Apocalypse de Haruo Iwamune que je connais pas du tout, aux éditions Moonlight, qui est un récit quand je l'ai posté parce que je poste sur Instagram mes achats, donc si tu veux voir mes achats manga n'hésite pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description, et à chaque fois que j'achète des mangas je fais une petite story pour te montrer ce que j'ai acheté. Et quand j'ai montré Mission Indie Apocalypse, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah tu vas te régaler, c'est trop bien, alors que j'en avais jamais entendu parler avant, donc je me suis dit mais attends j'ai loupé quelque chose là. Donc moi je l'ai acheté en rayon parce que j'adorais la couverture, enfin j'ai vu la couverture, je me suis dit ça a l'air trop bien, il y a des inspirations un peu Blame et tout ça on dirait. Effectivement quand j'ai lu le manga il y avait des inspirations Blame, et donc on est sur une histoire où il y a une fille qui est dans un univers complètement dévasté, post-apocalyptique, où il y a un virus qui a tué beaucoup d'humains, enfin quasiment tout le monde, tous les humains, et il reste que des automates ou que l'héritage de ces humains, les bâtiments, les technologies et tout, mais il n'y a plus d'humains. Et en fait elle va décontaminer ces corps parce que les corps il faut pas qu'ils restent trop à l'air libre parce que ça répand le virus, à peu près ça. Et donc chaque jour elle va prendre un corps, l'emmener quelque part pour le brûler. Et donc on va suivre ce quotidien de cette fille qui est accompagnée d'une petite créature. Et cette fille, elle est pas vraiment humaine, c'est plus le résultat d'une expérience qui fait qu'elle résiste au virus et elle résiste même à l'âge, au vieillissement, parce qu'elle est là depuis très longtemps et elle, c'est juste ça sa mission. Ramener des corps, les brûler, ramener des corps, les brûler. C'est une mission où même elle le dit un moment et ça paraît fou, mais elle dit qu'elle a rempli 0,01%, un truc comme ça, de son objectif, alors qu'elle a ramené des milliers et des milliers de corps. Donc vraiment on est sur une mission qui est quasiment impossible et qui va prendre une éternité, et donc on est un peu avec elle dans cette solitude et dans ce monde désolé. Vraiment comme je te l'ai dit, ça a des inspirations de Blame sur ce côté gigantesque et ce côté seul au monde, et moi j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai vraiment apprécié, et je lirai le tome 2 avec assiduité. Et vraiment, les gens qui m'ont dit que j'allais apprécier, ils se sont pas trompés, donc je t'invite vraiment à découvrir si t'aimes bien la science-fiction, Mission Indie Apocalypse. Bon, puis là, je sais pas, je l'ai pas forcément dit, mais là on commence à rentrer vraiment dans les top. Là il reste 4 mangas, dont fait partie Baki, de New Grappler, qui est la nouvelle saison de Baki parue chez Meian, qui est aussi un service presse. Mais merci à Adam Manga, le diffuseur ici au Québec, de me l'avoir envoyé les 4 premiers tomes que j'ai lus et que j'ai aussi apprécié. J'ai vraiment aimé. J'avais eu cette question, je me suis dit quand j'ai fini Baki, donc la première partie de Baki, pour résumer grossièrement, on est sur une compétition souterraine clandestine entre les hommes les plus forts en arts martiaux de la planète. Voilà, après avoir fait cette compétition, ça allait être quoi la suite? Parce que là, il y a quasiment tous les hommes les plus dangereux dans la première partie de Baki. Comment ils allaient introduire la deuxième? Et la deuxième est vraiment à une introduction de fou, où en fait on va voir qu'au même moment, des prisonniers ultra dangereux ont eu un instinct, l'instinct de venir au Japon affronter
quelque chose. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est réveillé en eux et donc ils vont s'échapper de leur prison. Voilà, c'est du baki, c'est vraiment du grossier, donc ils vont s'échapper de manière des fois folle. Des fois les prisons c'est fou aussi, c'est les mecs qui sont dans des sous-marins, ils pètent le truc, et hop, ils sortent, ils ont je sais pas combien de mètres à faire en nage, en apnée, ils vont le faire tranquille. C'est vraiment du baki à ce niveau-là. Et en fait ces assassins, enfin ces meurtriers, ces prisonniers vont se retrouver au Japon et ils vont affronter le cast de la première partie de Baki, parce qu'on va retrouver pas que Baki évidemment, on va retrouver aussi des mecs que je kiffais. Alors je crois que c'est Anya, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mafieux là, lui je l'adore, le Yakuza, je le kiffe. Et là il a vraiment son heure de gloire dans ses 4 premiers tomes. Je crois que c'est même au tome 3 ou au tome 2 où c'est vraiment stylé. Enfin, j'aime trop Baki, c'est des confrontations de fou. Et vraiment là la menace elle est ultra dangereuse, et donc c'est ouf de voir ces premiers castings de Baki affronter ces prisonniers où vraiment tout est permis, contrairement à la première partie où on était vraiment dans un truc à peu près encadré avec des règles. Là les mecs vont s'affronter à tout moment avec aucune règle, avec des armes, avec des choses comme ça. Et il y a même cette philosophie où il va y avoir des gens qui pratiquent de l'art martiaux qui vont se rendre compte que leur art martiaux simple ne suffit pas, et donc vont basculer vers le côté obscur en employant des armes et tout ça pour faire face à cette menace, parce qu'elle est tellement grande qu'il faut prendre des risques. Et donc voilà, non, vraiment cette seconde partie de Baki, elle s'annonce incroyable, j'ai hâte de lire la suite. La main gauche de Dieu et la main droite du diable, qui est du Umez. C'est le meilleur manga horrifique que j'ai lu là pour Halloween. C'est du Umez qui est le vrai papa de l'horreur, le vrai dieu, le mangaka de l'horreur, où il nous plonge dans un récit où là j'ai compris que ouais, là on est sur du récit horrifique. Tu vois, j'ai lu Le Déserteur de Junji Ito et ensuite j'ai lu ce manga de Umez. Et je me suis dit, ok, c'est ça un vrai manga d'horreur. Bon, même si les deux sont pas trop comparables, parce que là on est sur une histoire qui va être un peu plus longue. D'ailleurs, c'est le premier tome, c'est pas un one shot, où on est vraiment sur un enfant et sa sœur. Sa sœur, elle va être réveillée en pleine nuit parce qu'il y a une tempête. On va lui dire, ah viens voir, il y a eu un problème avec notre prof et tout ça. Et le petit garçon il lui dit non, on n'y va surtout pas, parce qu'il a fait une sorte de rêve où il voit ce qui va se passer et il dit non, on n'y va surtout pas. Ils vont aller et en fait ça va être le début des ennuis, parce qu'ils vont découvrir un ciseau sur place, et ce ciseau a l'air d'être un peu porteur d'une malédiction. Et là tout va basculer pour cette famille et ce petit jeune garçon qui aura beaucoup à faire dans cette histoire qui est vraiment horrible, et même cette petite fille aussi qui va vivre vraiment des horreurs, qui va être maudit par ce ciseau. Et voilà, je sais pas trop comment vous en dévoiler plus sans trop en dire. Je préfère vous garder la surprise, et je vous invite vraiment, si vous voulez lire du manga d'horreur et que vous n'avez pas lu du Umez, franchement La main de Dieu et La main gauche du diable, c'est je pense une très belle porte d'entrée, parce que c'est une masterclass d'horreur. Voilà, là tu as de l'horreur graphique, tu as de l'horreur au niveau de l'ambiance, tu as de l'horreur parce que voilà, c'est ce petit garçon rien demandé et il va lui passer des choses de fou. Et évidemment à la fin du tome 1 on termine sur quelque chose où tu te dis j'ai envie de lire la suite. Enfin vraiment tu t'y attends un petit peu sur la fin, mais tu as encore des doutes. En fait c'est dur à anticiper, il y a vraiment des choses qui sont dures à anticiper, et c'est ça qui est bien. Et en fait voilà, c'est vraiment pas pour tout le monde je pense, parce que c'est tellement horrible ce qui se passe que c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, si t'es sensible à l'horreur, ne lis pas ça. Katsuhiro Otomo Anthologie. Bon voilà, tu vois, j'ai pas aimé La Garde de Sultan, mais par contre celui-là il est vraiment bien. On est aussi sur un recueil d'histoires courtes où j'étais surpris. Moi je pensais pas que... Bon après anthologie ça te donne un peu la puce à l'oreille, mais quand j'ai acheté le manga je savais pas que c'était des recueils d'histoires courtes avec des histoires vraiment différentes. Et au niveau du style graphique aussi on est sur du Otomo, du Akira, donc ça fait plaisir à l'œil. Et je dois dire que c'est un peu mieux dessiné du coup que Le Garde de Sultan. Quand je le feuillete là comme ça, je me rends compte sur la finesse et sur les détails, c'est Otomo. Et donc là on va avoir plein de petites histoires qui sont toutes plus ou moins intéressantes. Il y en a qui sont un peu moins bien, je dois l'avouer, mais en fait il y en a tellement qui sont au-dessus du lot que je sais pas, j'ai trop apprécié, notamment ces petites méduses aussi qui est dans une galaxie qui vont voilà, parce qu'à un moment ils créent un petit univers avec ces créatures qui se détestent et vont se faire la guerre. Ils vont avoir un peu répliquer les comportements humains qu'on connaît, les comportements mauvais humains, donc c'est vachement intéressant, la cupidité, tout ça, blablabla. C'est trop cool à ce niveau là, mais il y a aussi une histoire qui est un
peu le début de Akira, enfin qui est un peu la genèse d'Akira, qui n'a rien à voir avec l'histoire de Akira, parce qu'on ne retrouve pas les personnages, mais on a ce même principe de rébellion contre les forces du mal, les forces riches de ce monde. Ce recueil de récits est bourré de bonnes idées, et là c'est là où tu te rends compte que Otomo avait vraiment des bonnes idées, avait vraiment des belles choses à faire, et ouais, même ceux avant Akira, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc vraiment, si tu veux en lire plus sur Otomo, ce recueil anthologie est vraiment intéressant. Je trouve aussi la couverture vraiment stylée, avec ce petit bras robotique ensanglanté et ce personnage qui sourit là, c'est vraiment intriguant. Vraiment, procure-toi ce manga. Et on arrive enfin avec le top 1 de cette vidéo, qui est Stand By Me Kakuemon de Shuo Sato, qui est un service presse de Menehan aussi, qui est un manga pour public averti, je le dis déjà comme ça, j'ai pas oublié. Et on est vraiment sur le dark side, enfin la partie sombre de Bakuman. Tu vois, Bakuman, ce manga où on parle de mangaka et comment devenir mangaka, tout ça. Là, on est sur un côté beaucoup plus trash que ça, où vraiment on va voir vraiment de l'horreur, le côté horreur de toute cette industrie, qui est d'ailleurs bien représenté, parce que voilà, tous les éditeurs, tous les tantos dans ce manga sont, on dirait des yakuza, tu sais, ils ont des cicatrices, on voit que le blanc de leur œil, on voit pas leur pupille, tu sais, donc il y a ce côté un peu malsain yakuza qui est fait à chaque fois qu'ils sont représentés, donc c'est vraiment un délire de l'auteur qui les représente comme ça. Bon, puis au niveau de l'histoire, on a un mangaka qui est en devenir, qui va rencontrer ce qui serait probablement le soi du futur, hein, qui est beaucoup plus vieux, et qui va venir et lui dire: mec, fais pas les mêmes erreurs que j'ai fait, regarde ça à ce moment-là, cette fille-là, éloigne-toi-en, ce truc-là, ce contrat-là, fais-le comme ça. Donc il va lui donner des conseils, est-ce qu'il va les suivre ou pas, je te laisse le découvrir. Mais voilà, il y a ce côté un peu aussi fantastique qui vient là, mais qui est vraiment anecdotique, je dois dire, parce que sur le premier manga, le premier tome, c'est assez présent, mais sur le deuxième, on est un peu, voilà, c'est un peu des bribes, et ce vieux est mis à l'écart, où on laisse vraiment place au personnage principal, à ce mangaka. Et moi, ça a été un coup de cœur, Stand By Me Kakuemon, parce que on a vraiment ce côté malsain de l'industrie qui est représenté d'une façon très brute. Voilà, c'est vraiment très brut, hein. Quand je te dis public averti, c'est que voilà, il y a des scènes qui sont assez violentes à se manger dans ce tome 1 et ce tome 2, où tu dis ouais, c'est un peu limite. Mais au global, vraiment, t'as trop envie de savoir, t'as trop envie de voir comment il s'en sort, et t'as un peu cet aspect de, tu sais, le vieux, le soi du futur qui vient lui dire fais pas ces bêtises et tout ça, et voir comment il va faire ses propres choix pour avoir un meilleur futur, un meilleur avenir dans une industrie, comme je te l'ai dit, qui est extrêmement cruelle et qui est représentée de façon très cruelle par son auteur. Voilà, il y a vraiment des très bonnes idées, les dessins sont vraiment super, et on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ce tome 1 et ce tome 2, je me suis régalé, j'ai vraiment envie de connaître le futur de ce mangaka. Est-ce qu'il va être bien ou pas? On verra, mais je pense que son destin sera plutôt tragique ou teinté de gris, parce que voilà, on n'est pas sur un manga qui fait du cadeau à son personnage principal. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Toi, n'hésite pas à mettre tes coups de cœur de lecture et tes déceptions en commentaire pour voir. Je remercie encore le partenaire de cette vidéo, Falcon Flip. Le lien du webtoon est en description si tu veux le découvrir. Moi, je vous laisse ici et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. C'était un viewer. Ciao.